Il y a des femmes qui un jour se réveillent et ne se reconnaissent plus. Leur visage, leur corps changent, leur certitude aussi. La société fait qu'elles se sentent invisibles, qu'elles n'ont plus leur place et qu'elles se cherchent. Et pourtant, à l'intérieur, il y a encore des choses qui se passent. Un léger frémissement, un déclic, une envie. Avec Isabelle Barry, notre autrice d'aujourd'hui et son roman Le Second Printemps, on va aller à la découverte de tout ça. On va voir ce qui se passe quand une femme ne trouve plus son chemin, a envie de se réinventer. On va parler liberté, on va parler féminité, on va parler confiance en soi. Et surtout, on va évoquer cette arme puissance. Enfin, on va penser à soi. Streambox présente Histoire de femme avec Ivana Creaco. Alors, aujourd'hui, dans ce superbe studio de Streambox, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Isabelle Barry. Isabelle Barry qui est un auteur, une autrice connue, réputée, belge, et avec qui on va avoir une conversation passionnante, émotionnelle et certainement très pétillante. Bonjour Isabelle. Bonjour Ivana. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, merci mille fois. Je suis ravie, vraiment ravie d'être là dans ce studio et que tu m'aies invitée, ça me fait très plaisir. Alors moi, j'ai adoré ton livre, ton dernier roman, Le Second Printemps, qui parle de tellement de thématiques qu'on pourrait aborder ici sur ce podcast. Et d'ailleurs, voilà, il paraît qu'à la ménopause, on perd un petit peu la tête. On a un peu moins de mémoire. Du coup, cette fois-ci, j'ai fait des fiches parce qu'il y a tellement de questions que j'avais envie de te poser que je n'ai rien envie d'oublier. Tu es OK avec ça ? Alors, je voulais savoir, ma première question, c'est qui est Isabelle Barry aujourd'hui ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Raconte-nous tout ça. Alors, j'aime toujours dire que je suis... parce que ça ne change pas, en fait. Ça a toujours été le cas. Et c'est quelque chose qui reste. C'est que je suis une femme par délicatesse, une maman par amour et une autrice par instinct. Et je me suis un jour posé cette question de savoir qui j'étais vraiment. On me l'a posée, on m'a dit « mais tu n'as qu'une phrase pour y répondre ». Et du coup, j'ai cherché longtemps et je suis arrivée à ça. Et ça, c'est vraiment immuable pour moi. Ces trois choses-là sont immuables. Et donc, aujourd'hui, je suis toujours ça, en fait. Malgré tous les changements qui nous arrivent quand on vieillit, quand on grandit, je suis quand même toujours ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce roman, ce très très beau roman avec cette couverture magnifique, Le Second Printemps ? Alors, j'ai eu envie d'écrire un livre sur la liberté parce que je me suis rendu compte, en fait, qu'on fait très peu de choses en toute liberté. Alors, on va dire que dès qu'on vient au monde, on est déjà plus libre, c'est sûr, mais on a quand même souvent l'impression qu'on vit dans un monde où on peut quand même prendre et faire des choses en toute liberté, mais on a non seulement la culture, l'éducation qui nous façonne, mais on a aussi, et ça c'est très important, des loyautés. Et ces loyautés, elles sont invisibles. Et pour finir, on fait beaucoup de choses sans s'en rendre compte pour faire plaisir par loyauté. Ça peut être pour les parents, pour les enfants, pour les amis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait en toute liberté ? Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est de parler de liberté. Et je trouvais qu'une femme, à la cinquantaine, elle était dans une période entonnoir où elle pouvait illustrer très très bien en fait ce souci de la liberté. Oui, c'est vrai parce que c'est un titre qui évoque une renaissance en fait. C'est vraiment ça. Et cette renaissance, tu l'as dédiée à qui ? Elle est dédiée à qui ? Alors, elle est dédiée à toutes les femmes qui passent ce cap que j'appelle le No Woman's Land, qui est en fait une sorte de période de transition. On est entre deux silos, parce qu'on vit dans une société qui aime bien nous mettre en silo. Et là, on est dans le silo d'attente. On n'est plus en fait une jeune femme, mais on n'est pas encore une dame pour qui l'expérience va compter, qui va être écoutée, entendue. Et c'est une période de flottement qui est pas toujours forcément agréable. Alors, on sait qu'on va la vivre de l'intérieur, puis puisque c'est un âge où on a ce qu'on appelle la ménopause, appelons un chat, qui est quand même une transformation, une réelle transformation. Bête, oui, cette vilaine bête, c'est pas un nom très joli en plus. Non. D'ailleurs, le second printemps, c'est la manière dont les Japonais appellent la ménopause. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre comme ça. Ah, ça, tu vois, je ne le savais pas. C'est les Japonaises appellent ça comme ça. Ouais, c'est quand même plus sympa et c'est donc une vision du Japon qui est très différente. Déjà, de par le nom, on se rend compte qu'ils ont une autre vision de ce qu'est vieillir, en fait. Oui, une vision quand même beaucoup plus optimiste quand on entend ça. Plus joyeuse, plus belle, plus amusante. Mais donc, cette transformation de l'intérieur qui vient avec les hormones, etc., qui est forcément, pas toujours très agréable. Des femmes qui le vivent très bien, d'autres nettement moins bien. Mais voilà, on nous dit quand même tout à coup, notre corps nous dit qu'on ne peut plus enfanter, on a des bouffées de chaleur, ça pratiquement tout le monde quand même,
un peu le blues. Alors, il y en a qui l'ont très fort, d'autres moins. Mais en plus de ça, viennent s'ajouter des choses extérieures qui sont dues à notre société et qui, elle, nous dit, mais en fait, tu peux pas vieillir. Parce que pour être beau, il faut être jeune. Et ça, c'est une injonction qui est absolument terrible. On s'en rend pas compte, mais elle est là tout le temps, en fait. Cette performance, hein, l'impression qu'on n'est plus performante, l'impression qu'on n'existe plus, qu'on n'a plus le droit d'être qui on est réellement. Oui, et qui nous dit, en fait, t'es occupé à vieillir et du coup, on te met sur une autre voie. Ouais. Alors, c'est très paradoxal aussi parce qu'on va nous dire mais sois toi-même, laisse tes cheveux gris, ne te teins pas les cheveux, c'est tellement beau. Et puis on va te dire mais n'oublie pas de mettre ta crème 2 fois par jour. Et donc, ce sont toutes ces injonctions qui sont en fait un peu vicieuses, j'ai envie de dire. Et du coup, et on le voit beaucoup dans le monde des acteurs et des actrices, enfin essentiellement des actrices ici dans le cas qui nous occupe, c'est une période où on n'existe pas. C'est-à-dire que quand on regarde un peu le cinéma, on a des jeunes femmes qui vont jouer des rôles de jeunes femmes. Et puis on a des mamies, hein, comme la mamie dans La Boum, qui va jouer un rôle de mamie. Mais entre les deux, il n'y a pas de rôle. Il y a un gap. Hein. Il y a un gap. Ouais. Alors aujourd'hui, on a des femmes de 50, 60 ans qui jouent des rôles au cinéma, mais on leur demande de jouer des rôles de femmes de 40 ans. Et elles sont transformées pour pouvoir le faire. Ça me fait penser à une anecdote en fait qui m'est arrivée avec ma carrière de mannequin. À l'époque où j'étais déjà un petit peu sur le tard, hein, à l'époque où j'allais clôturer ma carrière, j'avais 36 ans, ce qui quand même est relativement jeune, mais je devais faire une couverture de magazine 50+. Tu vois déjà l'aberration des choses. Donc ils avaient engagé une jeune femme de 36 ans pour faire la représentation d'une femme de 50 ans et plus. Et l'équipe make-up, l'équipe de production, critiquait les rides que j'avais autour des yeux. Et c'est déjà à cette époque-là que ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais c'est pas juste en fait tout ça. Quel mensonge. Ça m'a donné l'envie aussi de lire un tout petit extrait de ton livre, si tu le permets. Je t'en prie. Et j'ai choisi un extrait où ton héroïne, Adèle, hein, qui a 52 ans, se retrouve à un moment charnière en fait de son histoire. Bien sûr, tu vas reconnaître directement ton extrait et j'espère que ça va inviter toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Franchement, courez acheter le livre, il est juste passionnant. Pour rester en équilibre, je n'ai d'autre choix que de continuer à imprimer un mouvement à mon corps et à mon esprit. J'ai atteint physiquement le point culminant d'inconfort qui m'habite depuis de longs mois. Je suis littéralement nulle part, entre deux, parfaitement invisible, écartelée entre le risque de décevoir et celui d'être déçu, entre l'appel du consentement facile et celui d'arpenter ma propre route. Tu vois, ça représente vraiment tout ce que tu as dit. Je trouve que c'est un extrait très très fort. Tu as parlé aussi un petit peu de transmission et de transgénérationnel. À un moment donné, dans le livre, tu parles de ta maman, enfin, ton héroïne parle de sa maman qui décède et elle dit qu'elle n'avait pas envie d'éduquer ses enfants, ses garçons de la même manière. Parce qu'elle portait un fardeau sur ses épaules qui était en fait le fardeau de sa maman. Comment tu vois ça, toi? Oui, c'est en fait vraiment cette idée de loyauté. La loyauté. Dans ce cas-là, voilà, mon héroïne aussi, elle a perdu son papa jeune et du coup, elle a fait des études que son papa aurait aimé qu'elle fasse. Mais elle ne s'en rend pas compte, en fait. Elle le fait sans le savoir. Et c'est ça la perversion des loyautés. Et là, en fait, elle se rend compte qu'avec sa maman aussi, elle encore à 50 ans, elle essaie encore de plaire à sa maman, de faire des choses que sa maman attend d'elle. Et elle dit, je veux pas que mes fils fassent la même chose avec moi, qui fassent ce que moi j'attendrais d'eux, mais qui vivent leur vie en fait. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est parce qu'à travers elle, tu évoques ce sentiment d'invisibilité dont on parle beaucoup ici sur ce podcast. Ça touche plein de femmes. Mais est-ce que toi-même, si je peux être un tout petit peu indiscrète, tu l'as vécu dans ta propre vie à un moment donné? Oui, alors peut-être pas forcément à 50 ans. Tu es encore jeune. Oui, par rapport à moi, tu as encore cette génération d'écart, en fait. Mais comment tu vis ça? J'ai 57 ans là quand même, donc voilà. Mais je sais pas, c'est très étrange. J'ai pas l'impression qu'avec mes proches ce soit un problème. J'ai la chance aussi d'avoir un métier où c'est pas un problème. J'ai un métier qui est pas très genré en fait. On ne
pousse pas plus les hommes que les femmes dans la littérature, on voit autant les uns que les autres. C'est vrai. Donc ça, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et quelque part, je dirais même qu'en vieillissant, on gagne un tout petit peu en crédibilité. Ouais. Donc, dans mon métier, contrairement à Adèle, qui elle est animatrice radio, je ne vis pas ce souci-là de transparence. Avec mes amis proches, pas non plus. J'ai plutôt envie de dire que c'est vraiment un regard de la société et que c'est ça la perversion, c'est que qu'on soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, que tout en fait nous crie que c'est une époque où on n'est pas grand-chose en fait. Et on a beau ne pas le ressentir, à un moment donné, on se pose quand même la question puisque ça nous arrive de partout. Et en fait, c'est ce qui va arriver à Adèle. En fait, Adèle, elle va très bien. Hein. Elle va super bien, elle aime son boulot, elle aime ses gamins, En fait, elle a une vie qui roule très très bien, c'est juste un moment dans sa vie qui va tout bouleverser en fait. Tout à fait. C'est le jour où on va lui dire que finalement, on veut du sang neuf. On lui dit, on veut de la fraîcheur, on veut de la fraîcheur à l'antenne. Ouais. Et ça, pour elle, ça va être un coup de massue qui va faire tomber tous ces petits dominos. Et tout à coup, elle va se dire, mais en fait, c'est vrai, on me demande de faire des tests de colonoscopie. Ça m'a jamais frappé, mais c'est parce que je vieillis en fait. Et puis le pharmacien dans mon petit sachet, il ne me met plus des petites crèmes hydratantes, il me met des crèmes anti-rides profondes. Donc c'est terrible. Hein. Et ça, c'est quand on est à la parfumerie et tu te rends compte que la jeune femme te regarde en disant je vais vous donner un bon produit contour des yeux parce que ça va vraiment réduire vos rides et vos ridules. Tu te dis j'ai des rides et des ridules, ok, je les avais pas vraiment vues en fait. C'est dingue. Et tu sais, moi, ma grand-mère, elle parlait quand elle me disait toujours je vais mettre ma crème de beauté. Oui. Maintenant, on dit plus crème de beauté, on dit crème, et c'est même pas anti-rides, c'est anti-âge. Et en fait, c'est là aussi, je me dis, c'est pervers, en fait. Parce que même dans les mots, on nous dit qu'on ne peut pas vieillir. On nous dit que pour être beau, il faut être jeune. Il y a cette confusion tout le temps entre la beauté et la jeunesse. Ouais. Et ça, il n'y a rien à faire, même si on n'y croit pas, même si on vieillit bien. Quelque part, tout autour de nous le rappelle tout le temps. En fait, tu vieillis, et c'est moche de vieillir, et tu vieillis, et c'est moche de vieillir. Et en fait, c'est assez insupportable. Et toi, tu as écrit une dizaine de romans, donc ça fait, tu as commencé à écrire, si je ne me trompe pas, vers 2014, c'est ça? Mon premier roman a été publié en 2005. En 2005 déjà, oui. Et donc, est-ce que tu as la sensation que ça a changé? Parce que il y a quand même plus de 10 ans d'écart. Est-ce que au début, quand tu écrivais, tu avais moins de sollicitations sur les réseaux, devant les écrans? Est-ce que cette image était déjà aussi prépondérante qu'aujourd'hui? Est-ce que tu sens la différence? Non. Oui, je sens très fort la différence. En fait, quand j'ai commencé, j'ai presque envie de dire que c'était facile. Mm-hmm. C'est-à-dire que, voilà, petite anecdote, un jour je commence et c'est mon premier roman. J'ai une petite maison d'édition en France qui m'édite, donc qui fait un peu son boulot, mais très calmement. Et je me dis, j'ai quand même envie de bouger un peu sur la Belgique. Elle se bougeait surtout sur la France, pas tellement sur la Belgique. Et je me dis, je vais appeler le Paris Match en Belgique. Et j'appelle le Paris Match et je tombe sur une personne qui décroche et qui me dit « Ah, mais ça tombe bien ». Il dit « Je suis journaliste. En fait, je remplace la téléphoniste ce midi qui est allée manger un sandwich. Envoyez-moi votre roman ». Donc, ça tombe, on parlait tout à l'heure en antenne des hasards. C'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Ah, tu vois. Hein. Et il me rappelle, il me dit « Écoutez, j'ai adoré ce que vous avez écrit. On va faire un super article. » Et il m'a fait un article magnifique à côté de Jean d'Ormesson. Donc, j'ai envie de dire que c'est facile. Aujourd'hui, pour arriver à ça, même quand on écrit depuis 20 ou 25 ans, c'est très compliqué. Parce qu'il y a pléthore de bouquins, pléthore de gens qui écrivent, les éditeurs publient de plus en plus, il y a de plus en plus d'éditeurs, mais surtout, il y a ce rapport à l'image qui est énorme. Et donc, on est perdu dans une masse de communication sur les réseaux, sur lesquels on est à la fois obligé d'être et de se montrer. Alors, quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était peut-être une dizaine d'années, c'est un libraire qui m'a dit « Bon, Isabelle, maintenant, il faut que tu sois sur… » À l'époque, c'était Facebook. « Que tu sois sur Facebook absolument, parce que là, c'est plus possible. » Donc, je me suis mise sur Facebook vraiment parce qu'il fallait. Et puis, sur Instagram ensuite. Mais c'était encore facile. On postait 2-3 trucs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une course. Franchement, tous les jours ou tous les 2 jours, je me dis « Bon, qu'est-ce qu'on poste aujourd'hui ?» C'est vraiment devenu une course à l'image. Et c'est vrai que là, on m'a dit aussi « Mais en fait, Isabelle, arrête de montrer que tes bouquins. C'est ta tête que tu dois montrer. » Tu dois montrer ta tête, tu dois raconter ta vie, sinon ça fonctionne pas. Et ça, c'est interpellant parce que c'est pas ton métier, en fait. Non. On te demande un autre métier. Tout à fait. Ouais. Donc le métier change. Le métier change par rapport à l'image. Par rapport à l'image et pas par rapport à ce que tu fais réellement, en fait. Non. Parce que toi, tu as envie que les gens s'intéressent pour ce que tu fais. Bien sûr. Tu fais plein d'autres choses à côté de l'écriture pure de tes livres.
mais non, c'est l'image qui devient la chose la plus importante. Oui. Et pour revenir à cette image, je vais te faire l'exercice que je fais avec toutes mes invitées. Imagine-toi que je te donne un miroir. Qu'est-ce que tu vois dans ce miroir aujourd'hui? Quelle est la femme que tu vois? Alors, je vois une femme... j'ai envie de dire, plus libre qu'à 30 ans. J'ai l'impression que je suis plus dans l'acceptation et la liberté qu'à 30 ans, où à la limite, je n'osais pas plein de choses. J'ai été élevée dans un milieu qui n'était pas très favorisé. Et donc, moi, par exemple, avec ma maman, quand on rentrait dans les boutiques, et parfois, elle a encore ce réflexe aujourd'hui, elle me dit « Non, on rentre pas dans cette boutique, c'est pas pour nous. » Et c'est vrai qu'à 30 ans, je me dis, c'est vrai, je suis embêtée. Si on me demande si je veux essayer, je vais me sentir obligée, alors que bon, on n'a de toute façon pas le budget pour s'acheter ce qu'il y a dans cette boutique-là. Aujourd'hui, mais Ivana, je m'en fous. je rentre dans la boutique, j'ai envie de regarder, je sais pas m'offrir quelque chose, c'est pas grave. La dame me demande si elle peut m'aider, je lui dis gentiment non merci. Et ça, c'est une des richesses de l'âge. C'est une force. Ça, c'est une force, et ça, je vois. Il y a une forme, en fait, je pense, d'urgence à vivre qui tout à coup se met sous notre peau et on se dit qu'on n'a plus envie de s'embêter avec des bêtises. Alors qu'à 30 ans, ça nous paraît loin, la vieillesse, j'ai envie de dire. À 50 ans, mais ça fait un peu tic-tac, tout doucement, là. Et du coup, on n'a plus envie de perdre son temps. On va pas déprimer nos auditrices. Mais si tu prends un mètre ruban et que tu regardes, moi, c'est passé la soixantaine, et tu te dis, OK, bon, une femme, c'est quoi? 85, 6, 7, oui. Plus ou moins. Et tu regardes le petit morceau du mètre ruban, tu dis que tu as vraiment envie de vivre. Hein. Oui. Il faut pas attendre. Non. Parce que c'est petit, ce qui reste. Oui, et c'est ce qu'Adèle dit aussi sur le curseur de ma vie. Oui. Eh bien, hier commence à prendre vachement plus de place que demain. Et là, c'est vrai que... sûr, c'est ça. Et il y a un autre personnage quand même qui est très important dans ton roman, c'est Emma. Et Emma porte le voile, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce personnage qui porte ça? Quel genre de liberté tu as voulu lui donner, en fait, avec cette appartenance à ce choix très personnel qu'elle fait elle-même, en fait? En fait, ce que j'avais envie, c'était de démonter les préjugés qu'on a. Alors moi, je suis, je pense, quelqu'un qui essaye d'être libre et ouvert le plus que je peux. On a tous nos préjugés et nos... mais j'ai grandi dans le nord de Bruxelles avec beaucoup de personnes issues de l'immigration qui étaient belges, une communauté essentiellement marocaine. Oui. Et du coup, j'avais beaucoup d'amis et d'amis qui étaient d'origine marocaine, dont les parents étaient très libres, très... Alors, j'aime pas le mot intégré, mais je veux dire, ils se sentaient bien dans leur pays d'accueil, qui n'était plus un pays d'accueil puisqu'ils sont belges. Et moi, je me suis toujours dit, tiens, de génération en génération, ça va devenir de plus en plus facile, en fait. Oui. Les Belges d'origine marocaine vont devenir des Belges culturellement... Comme moi, quelque part, avec mes racines italiennes, en fait. Tout à fait. Et du coup, je me promenais avec eux en ville sans problème. Mes amis n'étaient pas voilés, leur maman n'était pas voilée. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a à nouveau un regain de voile. Enfin, c'est pas que je trouve, c'est un constat. Oui. C'est pas une impression ou un sentiment. Et notamment à l'université des aînés où j'ai donné cours pendant tout un temps, je me retrouvais entourée de plein de jeunes femmes voilées. Mon fils aussi, qui est à l'ULB, il dit « Maman, dans ma classe, la moitié des jeunes filles sont voilées. » Ça m'a vraiment interpellée. Pourquoi? Parce que pour moi, voile est synonyme d'une symbolique qui est quand même... qui a quand même un lien avec le joug, le patriarcat, la soumission de la femme. Donc je comprends pas très bien. C'est ce que nous, on perçoit, en fait. Tout à fait. Et ton personnage dit le contraire, en fait. Tout à fait. Ouais. Elle dit le contraire, mais c'est pas pour ça qu'on est d'accord avec elle. Et c'est ça la magie dans une fiction, c'est qu'on n'est pas obligé de clôturer le sujet. C'est-à-dire qu'on a un personnage, évidemment, Adèle qui va la rencontrer, n'est pas d'accord avec ça. Elle est féministe, elle se dit mais en fait tu peux porter autre chose qu'un voile pour essayer de montrer d'où tu viens ou pour essayer de faire passer des choses. Par exemple, on peut par exemple, moi les jeunes femmes que j'ai rencontrées, parce que j'ai été à leur rencontre aussi, je leur ai posé la question, mais pourquoi vous remettez un voile qui est quand même synonyme de plein de choses qui sont pas super positives par rapport à la femme en tout cas. Et elles me disent souvent pour retourner à mes sources. Alors je dis mais retournez à vos sources, vous pouvez aller vers la danse, vers la culture, il y a plein de moyens de manifester sa culture autrement qu'en prenant le voile. Ou bien elle me dit aussi je ne suis pas d'accord avec
les jeunes femmes de ma génération qui se dénudent sur Instagram et du coup, moi, je veux montrer qu'il n'y a pas que ça. Je veux qu'on me respecte. C'est une forme de barrière, une forme d'armure, en Tout à fait. fait. Elle l'utilise plus comme une arme. Hein. Ouais. Et je leur disais, vous pouvez mettre un jeans large avec une chemise à carreaux larges. Vous n'êtes pas obligé de repasser par ce voile qui porte une symbolique très chargée et très lourde. Et je pense qu'elles doivent repasser par là, en fait. Alors peut-être qu'elles le quitteront un jour, mais je pense qu'elles doivent repasser par là. Mais il y a une part de moi qui s'inquiète quand même aussi de ça. Oui. Oui, c'est comme si elles voulaient remettre justement ce curseur à zéro et recommencer leur vie à leur manière, sans tous ces dictats de pour, de contre. Oui. Et la rencontre des deux femmes dans ce roman est juste magique. Il y a une troisième femme qui est là aussi, qui elle est l'équilibre quelque part, qui est une femme plus âgée, c'est Jeanne. C'est Jeanne. Jeanne. C'est Jeanne, oui. Jeanne, oui. Et Jeanne, elle est là pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça, non? Oui, puis Jeanne, c'est peut-être pour finir la plus libre des trois. Oui. Alors qu'elle a 80 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a dû se battre, en fait. Oui. Elle a dû se battre pour sa liberté. Le jour où elle a dit à son père, je veux faire des études, il lui a ri au nez, quoi. Oui. Et elle a dû se battre le jour où elle a présenté son mémoire, qui était un mémoire de sociologie, où elle montrait qu'en fait, le monde, au départ, n'était pas un patriarcat, mais un matriarcat, qui a été démonté par les hommes qui a attrapé peur de la femme. Elle s'est fait descendre, on lui a ri au nez. Et du coup, elle a dû se battre pour décider de ne pas avoir d'enfants, parce que c'est une femme qui a décidé de ne pas avoir d'enfants, de ne pas se marier. Donc, tout est un peu un combat. Donc, elle voit toutes ces libertés, toutes ces choses d'aujourd'hui, un peu avec amusement, j'ai envie de dire. Oui. Elle a un certain recul sur les choses. Complet. Ouais. Comme une grand-mère peut avoir du recul sur une vie. Et vraiment, ce trio qui jongle comme ça les unes avec les autres, c'est passionnant. Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même en écrivant? Oui. J'apprends toujours des choses sur moi-même en écrivant. Ça, c'est intéressant. Chaque roman est une descente au fond de moi-même. Je pense aussi, quand j'écris des romans, j'écris pour les autres. Donc, j'essaye toujours, même si j'ai puisé dans mes émotions et mes sentiments, pour que ça sonne juste, de toujours toucher un universel où les autres vont se retrouver dans le livre. En fait, une fois que le livre arrive en librairie, ce n'est plus notre livre, c'est le livre de celui qui va le découvrir. Oui. Mais à la base, il n'y a rien à faire, il y a toujours une forme de recherche. Et moi, c'est peut-être la période que j'aime le plus. C'est cette période de conceptualisation où on va en recherche, on va se poser des questions sur, je parlais tout à l'heure, d'aller rencontrer ces jeunes femmes voilées, leur parler, d'essayer de les comprendre. Je trouve qu'écrire rend plus tolérant. En fait, parce qu'on s'ouvre tout le temps à d'autres perspectives qui ne sont pas les nôtres. On sort de notre zone de confort, de notre carcan. Et du coup, on apprend aussi beaucoup sur soi-même parce que on se rend compte que nos vérités sont figées, qu'on a des a priori. Et ça, je trouve sublime et super intéressant. C'est peut-être la plus belle partie de mon métier, en fait, avec la rencontre après avec les lecteurs. Et donc, pour toi, l'écriture, c'est thérapeutique? C'est tout à fait thérapeutique, même quand on ne le veut pas. Parce qu'il y a l'écriture thérapeutique. C'est aussi... moi, j'ai fait 5 ans de bénévolat dans une maison de ressourcement pour personnes atteintes du cancer, ce qui était tout à fait passionnant et délicieux. Et je me suis vraiment arrêtée parce que je me suis dit, toutes ces femmes ont besoin d'entendre une autre voix que la mienne. Parce qu'à force, elles venaient tout le temps chez moi. Et je me dis, c'est pas bon. Et elles ont besoin aussi d'entendre quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Okay. Et donc, j'ai trouvé ça magique. Et là, c'était clairement thérapeutique. Mais je veux dire, dans les ateliers d'écriture que j'anime aujourd'hui, des gens viennent en me disant « J'ai juste envie d'écrire, d'apprendre à être plus créatif, d'apprendre à faire des dialogues, par exemple, ou j'ai un projet particulier. » Mais quelque part, au fond d'elles-mêmes, toutes les personnes qui viennent pour se soigner de quelque chose. C'est juste qu'elles ne le savent pas encore. Oui, elles ne le savent pas encore. Et le fait de le mettre sur papier, de l'avoir face à soi, c'est un sentiment très fort et très puissant. Hein. Oui. Je te le disais tout à l'heure, hors micro, qu'à mes ateliers, il y a toujours des mouchoirs et du chocolat. Oui. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui verse une larme à un moment ou à un autre et quelqu'un qui va avoir envie de se ruer sur du chocolat à un moment ou à un autre. De se réconforter avec le chocolat. Oui. Alors, je voulais aussi te poser comme question, on parle aussi dans le roman justement de rencontre avec l'autre, avec son partenaire, ses partenaires. Qu'est-ce qui pourrait rallumer la flamme chez une femme qui l'a perdue, qui arrive à l'âge d'Adèle? Qu'est-ce qui fait que par rapport à la vie, tu veux dire, de façon générale, donc pas spécialement une flamme amoureuse. Non, une flamme de vie. Alors une rencontre, très certainement. Ça, je pense que. Alors on ne doit pas forcément aller
à la rencontre de l'autre pour quelque chose. Mais c'est clair que si on reste dans son canapé, en général, pas grand-chose qui se passe. Non. Mais par contre, vivre et rester ouvert à d'autres choses, ça peut apporter cette petite flamme qui est éteinte. Je crois que l'autre est quand même quelqu'un de primordial. Et aussi, parfois, aller à la rencontre de l'autre qu'on connaît, qui est... alors, je pense à Adèle, à son époux. Alors, moi, j'ai le même mode de vie qu'Adèle de ce côté-là. Hein. Adèle n'est pas moi. Mais c'est-à-dire que j'ai rencontré mon mari il y a 37 ans maintenant. Et c'est parfois aller à la découverte de l'autre qu'on connaît déjà. Oui. Parce qu'en fait, il y a de derrière... se redécouvrir. De se redécouvrir, ouais. tout à fait. Alors, une autre petite anecdote, le tout premier livre que j'ai écrit était issu d'un voyage. J'ai fait un tour du monde quand j'avais 25 ans, avec mon compagnon de l'époque, qui est donc mon mari aujourd'hui. Et on est parti 9 mois, sac à dos, avec la tante, voilà. Et puis, mon premier livre, ça a été des années après, quand j'ai décidé de réécrire ça, mais de façon pas romancée, mais fatalement, il y avait des trous, des oublis, donc j'ai dû combler un peu. Et mon premier manuscrit, je l'ai donc fait relire à mon mari et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» Et puis il m'a dit « J'ai adoré, mais nous n'avons pas fait le même voyage. » Et ça, c'est une phrase qui restera pour moi, qui restera ancrée en moi, enfin vraiment jusqu'à la fin. Parce que ces souvenirs n'étaient pas les tiens, c'est ça? Ça fait. Ouais. Or, la perception des choses était différente. Pour moi, il était avec moi à tout moment. J'étais certaine qu'il avait la même perception que moi, qu'on aurait partagé les choses, qu'on aurait raconté les mêmes. Il aurait écrit le livre, qu'il aurait écrit le même genre de livre que le mien. Eh bien, pas du tout. Et c'est ça aussi de redécouvrir l'autre. Là, en fait, j'ai quelque part, alors j'étais très jeune, mais j'ai déjà redécouvert mon amoureux à l'époque. Ouais. C'est parfois avec les gens qu'on vit, avec lesquels on est le plus proche, qu'on a besoin de redécouvrir parce qu'il y a une forme de routine qui s'installe. Ouais, c'est ce et que peut-être parfois d'ennui, même avec nos enfants, des habitudes, avec nos meilleurs amis. On ne doit pas forcément aller chercher la nouveauté. Souvent, des gens me disent « Oui, mais Adèle, elle claque tout et elle s'en va. Est-ce qu'il faut tout claquer et partir ?» Je dis non. D'ailleurs, Adèle, elle ne claque pas tout et elle s'en va. On peut changer des petites choses et c'est déjà chouette. On a toujours l'impression qu'il faut changer de vie. C'est très à la mode, ça aussi. Hein. Il faut changer de vie, il faut partir, changer de métier, quitter son homme, quitter tout. Non, on peut simplement s'offrir une bulle un moment ou faire de petits changements dans notre vie qui vont redonner la flamme et l'envie. Se redécouvrir avec des yeux neufs, en fait. Des yeux neufs, oui, c'est ça. Chaque jour. Oui. Chaque jour. Et une phrase que moi j'utilise beaucoup et que je cite souvent dans mes podcasts, c'est « Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin ». C'est ça. Et si on arrive tous les jours à faire justement petit pas par petit pas par petit pas, avec des yeux qui brillent et des yeux pleins de découvertes, à ce moment-là, on retrouve cette flamme, non? Ne pas être blasé, je dirais. Oui, puis je crois qu'aussi la liberté n'a pas d'âge. Or, c'est de nouveau quelque chose qu'on nous enseigne. On a l'impression qu'en vieillissant, on devient de moins en moins libre. On n'a plus le droit de rien. Voilà. Ouais. Or, c'est pas vrai. On peut rire, on peut s'amuser, on peut être terriblement aussi sensuel, alors que pour les hommes, mais aussi pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Parce que c'est vrai qu'ici, bon, le propos est la femme, mais ça vaut aussi pour les hommes, bien sûr. On peut retrouver une sensualité quand on vieillit, quoi, qu'on aurait perdu, peut-être parce qu'on bosse trop, parce qu'on est occupé avec les enfants. À un moment donné, il y a quand même... D'ailleurs, la meilleure amie d'Adèle dans le livre, Cathy, pour elle, c'est la révélation, quoi, la cinquantaine. Elle s'éclate, hein. Elle s'éclate, quoi. Elle, c'est plutôt elle a décidé, ça y est, on va faire la fête maintenant. Voilà, à la Florence Foresti, qui dit que la ménopause, enfin, en tout cas, la cinquantaine, c'est l'adolescence avec une carte de crédit, quoi. Elle est plus dans cette mouvance-là qu'Adèle, qui est pétrifiée par ce qui lui arrive. Oui, c'est vrai. C'est vraiment s'accorder, je dirais, s'accorder enfin le droit d'être celle qu'on a envie d'être. Oui. Et de dire non. De dire non, ça, si c'est parfois la copine Adèle. Et de dire non, j'ai pas envie de faire ça, je ne le fais pas, en fait. Ou non, j'ai pas envie de passer une soirée avec un tel parce qu'en fait, j'aime pas cette personne et que je n'ai pas envie de perdre mon temps. On en revient à cette idée d'urgence à vivre. D'urgence et de temps qui compte et de l'utiliser à bon escient, en fait, c'est ça. Hein. Alors, ce qui serait chouette, c'est d'en prendre déjà conscience à 30 ans. Oh, tu sais, oui. Ça serait magique. On dit souvent, si j'avais su. Oui, mais c'est certain. Mais je crois que c'est ça le chemin aussi. Si on avait 40 ans, avec l'expérience qu'on a passé les 60, qu'est-ce qu'on s'amuserait. Hein. Oui. On en ferait des chouettes choses. C'est vrai. Alors, je sais que tu vas partir bientôt en vacances. Tu vas t'accorder une pause. Et une pause loin de tout, puisque tu vas partir en mer. Oui. Si tu devais laisser sur la terre ferme quelque chose, ce serait quoi? Et si tu devais aller prendre avec toi quelque chose, ce serait quoi? Donc, il y a 2 choses que je voudrais savoir. Ce que tu laisses de côté sur la terre ferme. Pour toujours. Ouais.
Ok. Est-ce que tu veux vraiment à tout prix garder? Alors, ce que je laisse sur la terre ferme, c'est mon stress. Je suis quelqu'un de très stressé. Oh, bah t'as pas l'air, hein. Non, mais je suis. Je donne Ici, bien à le change. l'intérieur? Non, pas là pour le moment, mais de manière générale. Mais c'est de nouveau une question d'éducation. J'ai été éduquée dans le faire, dans le bien faire, dans le être à la hauteur d'eux, dans le... Voilà, il La faut bonne jamais se petite contenter fille de ce qu'il qu'on faut, a. Voilà. qui doit être Perfectionniste. Donc perfectionniste, ouais. ça c'est quelque chose que j'aimerais abandonner. Laisser. Je voudrais que les choses coulent, je voudrais laisser ce stress de côté pour toujours, parce qu'en fait je me rends compte que ah oui, il y a le bon stress, mais souvent c'est vraiment pas nécessaire, on s'en fout en fait. Mais ça c'est plus fort que moi, ça fait un peu partie de mon ADN, donc j'y travaille, mais voilà. Et ce que je prendrais avec moi, bah, ce sont mes amours, quoi. Ça c'est clair. Ceux-là je peux pas les laisser sur la terre ferme. Mais tu pars avec tes amours. Je pars avec mes amours, Oui, oui, ça c'est sûr. magnifique. Et alors, j'aimerais encore te poser une petite question. Si tu avais un message très particulier à dire aux femmes qui nous écoutent ou à tes lectrices, ce serait lequel? Ah là là, alors j'aurais envie de leur dire peut-être de justement faire ce que je n'arrive pas à faire, c'est-à-dire de devenir insouciante, de se permettre de redevenir une petite fille. Parce que ça, c'est vraiment magique. Un jour, il y a une amie qui m'a dit « Écoute, pense à la petite fille que tu étais. » Et je ne sais pas pourquoi, les larmes me sont montées aux yeux. Et donne-lui la main. Et je me dis « Mais oui, en fait, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de redevenir cette petite fille qui est évidemment toujours pleine de rêves. Quand on est un enfant, on a envie d'être clown, on a envie d'être camionneur, on a envie de plein de choses. Parce que pour finir, moi, ce que je voulais être petite fille, c'est être écrivain. Ah bon? Ouais. Et en fait, Elle a j'ai fait réussi, cette petite fille, alors. Mais oui, mais j'ai fait des études d'ingénieur commercial parce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Et puis j'ai été pendant des années dans ces métiers-là. Et puis c'est un jour vraiment où je me suis dit, si je prenais mes carnets de notes de tour du monde et que j'en faisais un livre, et puis c'est venu comme ça. Et puis je me suis dit, mais si au lieu d'avoir 2 métiers, un qui me permet de manger à la fin du mois et un qui m'épanouit, je faisais aussi mon 2e métier dans le milieu du livre, et en tout cas de l'écriture. C'est comme ça que j'ai commencé à donner des ateliers. Et ça, c'est venu petit à petit. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui, c'est repenser à qui vous étiez petite et essayer de vivre ça, en fait. Parce que je crois que la vraie question qu'on devrait tous se poser, c'est pour finir, c'est mais qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Ouais. Et c'est une question terriblement difficile. Parce que c'est très difficile d'y répondre. Tout le monde va répondre, je veux être heureux. Mais si on veut vraiment de façon très pointue dire qu'est-ce que je veux réellement, c'est une question vraiment, il faut passer du temps dessus. Il faut passer du temps dessus pour pouvoir répondre. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui compte sur moi? C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Et je crois que quelque part, on peut y répondre quand on a 8 ans. Ça devient de plus en plus difficile d'y répondre parce qu'on on en parlait tout à l'heure, les loyautés, les injonctions, enfin tout ce qui nous arrive au fur et à mesure. Et donc replonger dans, tiens, quand j'avais 8 ans, de quoi je rêvais, moi c'est magique. Eh bien, je vais te raconter mon rêve, si tu veux bien. Moi, quand j'étais petite fille, parce que je pense que nos 2 petites filles doivent être très fières de nous. Parce que toi, comme moi, finalement, on a un peu réussi ce qu'on avait envie de faire. Mon papa m'avait construit une boîte en carton. Et c'était la télévision de mes rêves. Et toute la journée, je mettais ma tête dans la boîte en carton et je jouais à la speakerine. Aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais chez Streambox. Hein. En tout cas, il y a un micro. Oui. J'ai pas la boîte en carton, j'ai le micro et j'arrive à vous parler. Donc, tu vois que finalement, les petites filles qu'on était, elles ont fait leur chemin. Moi, j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'y suis arrivée. Toi, tu as mis peut-être moins de temps, mais voilà, ça, c'est un beau message de transmission pour toutes tes lectrices et toutes les personnes qui nous regardent, je trouve. Merci pour ça. Merci. Et dernière chose, si tu avais un mantra pour aujourd'hui et ta vie qui se poursuit, ce serait lequel? Me répéter tout le temps le même genre de choses. Oui. C'est plus de paix, plus de joie. Plus de paix, plus de joie. Voilà, me répéter tout le temps. Souvent aussi, c'est quelque chose que je me fixe et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à faire passer. Quand on me propose quelque chose, soit je sens que ça va m'apporter plus de paix et plus de joie dans ma vie et je signe à 2 mains, soit je sens que ça ne m'apportera aucun des 2 et je dis non. Et si ça m'apporte ou l'un ou l'autre, je réfléchis. Okay. Mais avant, j'avais beaucoup de mal et ce sont ces deux mots-là, paix et joie, qui aujourd'hui me permettent de prendre mes décisions. Et chaque fois que j'ai une décision un peu difficile à prendre par rapport à, un projet, une proposition, je me dis, est-ce que ce projet ou cette proposition va m'apporter plus de paix et ou plus de joie? Et ça me détermine. Je trouve que c'est un bon mantra, en fait, de se répéter ça tout le temps, toujours aller vers plus de paix et plus de joie.
ça vaut pour tout. Quelque part, à un moment donné, on est parti, on se fâche sur quelque chose, on s'énerve parce qu'on a entendu quelque chose à la radio. Et je me dis, est-ce que mon attitude ou ma colère va m'apporter, in fine, pas au moment même bien sûr, mais plus de paix ou plus de joie? Sinon, il vaut mieux l'abandonner tout de suite. Okay. C'est très aidant. Ouais, je trouve que c'est un très très beau mantra. Et vraiment, je vous invite à le suivre, c'est une belle chose. Derrière tout ça, il y a encore quelque chose. Il y a un souffle, de l'espoir, de la pétillance. Je voulais te remercier. On est déjà arrivé au bout de mes fiches, tu vois, j'ai pas oublié toutes les questions. Merci pour ta présence, merci pour ta lumière, merci pour ta pétillance, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment un très très beau moment. Et mais merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez. Et à très très vite sur ce podcast Histoire de femmes. Ciao ciao. Merci Vanna. Streambox vous a présenté Histoire de femmes avec Ivana Creaco.